pas nous. D'accord. Alors, vous voulez dire donc, avec le FONSIS, l'État du Sénégal devient investisseur. C'est ça. Au même titre que le privé, parce que jusqu'ici, le rôle du privé était, ou bien cette fonction était dévolue au secteur privé. Absolument. Alors, il va se poser une question, est-ce que l'État aura le savoir-faire et les moyens de s'acquitter de cette tâche? Absolument, c'est très important. Vous avez, comme je l'ai dit tantôt, les pays qui sont développés durant les 40 dernières années, le rôle État investisseur est central. Donc nous aussi, on ne peut pas se dérober. C'est pourquoi le Sénégal, donc via un fonds souverain d'investissement stratégique, qui est un bras armé de l'État. Donc ce n'est pas au sein de l'État central, c'est contrôlé par l'État, parce que le fonds, c'est une société anonyme holding d'investissement, détenue à 100% par l'État du Sénégal et ses démembrements. Aujourd'hui, c'est seulement 100% l'État, qui a recruté une équipe de professionnels que je dirige aujourd'hui. Mais dans l'équipe, on a d'autres banquiers d'affaires, on a des industriels. On est une petite équipe pour l'instant, parce qu'on démarre. Mais l'équipe a l'expérience et l'expertise nécessaires pour faire des investissements productifs et démarrer des investissements productifs qui pourront attirer le privé national et international et exécuter ces investissements avec les retombées escomptées. Donc le savoir-faire est réglé avec vous, avec le FONSIS. Je pense. Il ne va pas donc se poser évidemment un problème de savoir-faire, mais les moyens, on imagine, parce que l'État aussi en tant que pouvoir, certainement ne va pas avoir ce problème, non? Non, en fait, vous savez, on est un pays pauvre, mais je dirais relativement pauvre. Mais l'État du Sénégal, l'État est la première, je dirais, institution qui a le plus de patrimoine dans ce pays. L'État a des terres qui valent des centaines, sinon des milliers de milliards. L'État a des participations dans des entreprises dont certaines ont des valeurs estimées à plusieurs centaines de milliards. L'État a le potentiel dans le futur de recevoir des flux financiers provenant de certains projets miniers. L'État a aussi la possibilité d'allouer certains flux financiers provenant d'autres secteurs d'activité à ce fonds souverain d'investissement stratégique pour qu'il commence certains investissements qui permettront d'attirer le secteur privé aux côtés de cet instrument bras armé de l'État du Sénégal. Donc l'État a les moyens, pratiquement, il est riche, il est plus riche que les autres, que les investisseurs, vous voulez dire? Non. En fait, l'État est plus riche, je dirais, théoriquement. Mais il faut fructifier cette richesse et la valoriser, l'optimiser, utiliser ces biens-là, ces actifs et les flux futurs de ces actifs pour lever de l'argent, d'accord, lever des ressources au niveau national, mais aussi au niveau international, sachant que les fonds sont disponibles un peu partout dans le monde pour investir en Afrique. Le problème, ce n'est pas un problème, je dirais, de ressources disponibles, c'est un problème de structuration de projets, de présentation de projets crédibles, de projets qui ont fait l'objet d'études de faisabilité, plans d'affaires, études impact environnement, structuration du capital, autorisation avec un message clair aux investisseurs qui dit on a structuré ce projet, si vous mettez tant, voici la rentabilité que ce projet peut vous offrir. Nous, FONSIS, bras armés privés de l'État, nous croyons en ces projets, notre État croit en ces projets, est prêt à mettre un peu de capitaux à vos côtés pour vous rassurer également, pour démarrer le projet. Justement, cette posture nouvelle de l'État investisseur ne va pas manquer de conséquences dans ses rapports avec le privé. Est-ce que l'État ne va pas évincer un peu l'investisseur privé? Ah non, au contraire. Oui. Parce que l'investisseur privé, lui, il veut des projets bien ficelés. Pour ficeler les projets, il faut injecter un peu d'argent. Il faut les amener à un point où le privé investisseur en fonds propres est intéressé par le projet, mais surtout le bailleur est intéressé par le projet. Pour que le bailleur, c'est-à-dire celui qui offre le financement, le crédit, puisse venir dans un projet, il faut que le projet puisse avoir un minimum de fonds propres et soit structuré correctement, de manière optimale, pour attirer ces centaines de milliers ou de milliards disponibles dans le monde entier, cherchant refuge, cherchant investissement en Afrique. Donc, au contraire, l'État booste l'investissement privé en permettant au privé d'avoir des opportunités prêtes, claires
précise, bien structurée, et en montrant au privé aussi que l'État lui-même, il croit au projet. Aide-toi, le ciel t'aidera. L'État peut-être met 10%, 20% à travers le fonds 6, des capitaux propres nécessaires. Ces capitaux propres, on va rajouter d'autres capitaux propres, des privés. Ayant le tour de table avec les capitaux propres, on lève la dette, sans laquelle on ne peut pas avoir de projet. Pour résumer, sans fonds propres, il n'y a pas de dette. Sans dette, il n'y a pas de projet. Sans projet, il n'y a pas de croissance économique et il n'y a pas d'emploi. C'est ce que le chef de l'État a compris très tôt, d'où la création du Fonds souverain d'investissement stratégique pour fédérer tous les fonds propres et créer des projets structurants, bien structurés, pour attirer d'autres privés et la dette. Alors, sur un autre angle, toujours en rapport avec l'État, puissance publique, devenu investisseur, il y a deux possibilités. On le sait en matière d'investissement, soit on gagne, soit on perd, on échoue. Absolument. Alors, et si l'État perd, ou bien vous n'évoquez pas, vous n'entrevoyez pas cette possibilité d'échec, non? Non, non, en fait, c'est fort possible, mais nous, c'est possible. Mais notre rôle, et le rôle du conseil d'administration, c'est de n'approuver que des projets viables. D'où la nécessité d'avoir l'expertise interne nécessaire, non seulement des financiers, analystes financiers, mais aussi des industriels qui connaissent le métier de l'industrie, pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle la due diligence, qui nous permettra d'avoir un confort. Et une fois que le projet est approuvé en interne par l'équipe de projet, par le comité de direction, ce projet est soumis au comité d'investissement, qui a des experts, mais également des membres du conseil d'administration, avant même d'aller au conseil d'administration pour être approuvé, mais après avoir fait toute la due diligence nécessaire, juridique, financière, technique, commerciale, etc., pour s'assurer que le projet a le maximum de chances de réussir, parce qu'on ne veut pas perdre de l'argent public, même si c'est de l'argent qu'on a levé par effet levier en nantissant des actifs de l'État, on ne veut pas le perdre. C'est pourquoi cette due diligence rigoureuse qu'on va faire également, et le fait de pouvoir attirer d'autres privés, est une sorte un gage de succès, parce que les privés aussi vont faire leur propre due diligence. Quand on invite le fonds souverain du Qatar ou du Koweït ou d'Abu Dhabi dans un projet qu'on a ficelé, eux aussi, ils vont d'abord l'approuver avant qu'ils mettent leur argent. Donc, voilà. Tout faire pour que les risques d'échec soient nuls. Non, on ne peut pas... en fait, dans le portefeuille, oui. Mais quand on investit en fonds propres, c'est-à-dire qu'on prend des risques au même niveau que l'entrepreneur, il y a des chances d'échouer. Mais ce qu'on espère, c'est que le portefeuille il est assez diversifié pour que certains projets réussissent énormément, d'autres peut-être un peu de projets échouent, mais qu'en moyenne, qu'on ait un succès pour avoir le retour sur investissement qui nous permet de verser à l'État des dividendes, de réinvestir dans l'économie, de garder une partie pour les générations futures, comme le prévoit la loi. Alors je reste avec l'État, mais cette fois avec l'État, pouvoir politique, incarné par quelqu'un qui est une autorité politique, qui a son agenda politique et qui va devoir réaliser des choses sur le plan économique à travers des instruments comme le Fonds 6. Alors, est-ce que les critères politiques, vous pouvez donner ici la garantie que les critères politiques ne vont pas impacter sur le profit économique recherché à travers ces instruments? Mais absolument. Et d'ailleurs, même le politique, celui qui incarne le pouvoir politique suprême dans le pays, est quelqu'un qui défend cela. D'où la nécessité, d'où en fait, je dirais, la loi qu'on a fait voter à l'Assemblée nationale, la loi 2012-34, qui a d'abord été validée en Conseil des ministres, qui est partie à l'Assemblée en commission des lois et en plénière, a été votée. Et dans cette loi, les aspects gouvernance, profitabilité, bonne gestion sont bien expliqués dans la loi. Et même pour le Fonds 6, pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit, entre guillemets, apolitique, parce que sinon, les bailleurs qui vont nous permettre de lever les fonds ne vont pas être confortables. D'où d'ailleurs aussi l'importance d'avoir un conseil d'administration à majorité composé de professionnels de l'investissement et pas seulement de membres du gouvernement ou bien de politiques. Oui, mais la présidente du conseil d'administration est politique. C'est membre du parti présidentiel. Oui, mais avant d'être politique quand même,
la présidente du conseil d'administration est une juriste qui a fait ses preuves. Quand on gère un instrument comme le Fonds 6, on crée beaucoup d'entreprises. L'aspect juridique est très important pour pouvoir sécuriser l'investissement de manière juridique d'abord. Parce qu'un investissement qui peut être rentable peut échouer parce que le côté juridique n'est pas bien ficelé. Ça, c'est un point. Et aussi, présidente du conseil d'administration ne veut pas dire que c'est elle qui décide. Absolument. C'est le conseil composé aujourd'hui de 6 administrateurs qui va passer peut-être à 8-9, composé d'ailleurs majorité aussi dans le futur de professionnels, qui va approuver les investissements et ça fera l'objet d'un débat intense au sein du conseil pour choisir tel ou tel projet selon d'abord le critère de rentabilité. Et donc du coup, je ne vois pas le risque d'interférence politique dans le choix de tel ou tel projet. Oui, le risque peut se situer, par exemple, dans l'agenda, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, le président de la République, il a une élection présidentielle en 2017. Est-ce que, par exemple, dans le cadre de l'exécution de ces projets-là, on ne peut pas être contraint ici par le facteur temps, par exemple? Non, bien sûr, tout le temps, on est confronté par le facteur temps. C'est pourquoi, et le facteur d'ailleurs, limitation des ressources. Oui. Donc, du coup, on a des priorités dans notre manière de choisir les projets. Pour résumer, le Fonds 6, dans son plan stratégique, souhaite se focaliser sur les projets phares, les secteurs phares définis par le plan Sénégal émergent, qui a fait l'objet d'un débat intense avec des experts nationaux et étrangers. Donc, du coup, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. On se cale sur ces secteurs phares parce que ce sont ces secteurs phares, ces projets phares qui permettront la croissance économique et la création d'emplois. Donc notre rôle, c'est que dans les projets marchands de ce plan Sénégal émergent, que nous soyons catalyseurs de certains investissements, qu'on prenne les parts dévolues peut-être à l'État dans certains projets, mais qu'on soit peut-être aussi même développeurs de certains de ces projets pour que ces projets aillent à maturité et puissent attirer l'investissement international. Sinon, on ne pourra pas absorber tout ce comment on dit, commitment, toutes ces promesses d'investissement vers le Sénégal. D'accord. Voilà. Alors, ces questions étant réglées, peut-on maintenant avoir une idée de l'état d'exécution de ces missions du Fonds 6? Voilà. La loi a été votée en fin 2012. J'ai été nommé directeur général du Fonds 6 en mi-septembre 2013, parce qu'il y avait tout un processus de préparation, etc., de mise en œuvre de la loi et tout. Là, on s'est dit, même si la loi prévoit un montant important de ressources, essentiellement en actifs de l'État, que l'État transfère vers le Fonds 6, on a jugé important de démarrer avec un certain capital. Donc, le Fonds 6 a été créé avec un capital de 3 milliards, dont une partie a été déjà libérée par l'État, l'autre partie très prochainement. 2014 également, l'État a proposé un certain montant pour le Fonds 6 qui va libérer également très prochainement. La loi prévoit le transfert d'actifs. Nous avons identifié un certain nombre d'actifs et ça a fait l'objet de discussions intenses avec les techniciens, les hauts cadres du ministère de l'Économie et des Finances. Et nous espérons que très bientôt, il y aura la validation de ces transferts d'actifs. Depuis que j'ai été nommé donc par le président de la République, je me suis attelé à recruter. Donc nous avons fait un appel à candidature, nous avons reçu plus de 5000 candidats qui ont été, dont les CV, les dossiers ont été revus par un cabinet de recrutement qui a sélectionné pour chaque poste une dizaine de candidats et certains de ces candidats ont eu à être interviewés par moi-même et d'autres personnes et nous avons recruté aujourd'hui, on est 11 personnes, incluant donc le responsable financier des ressources humaines, mon assistante, etc. Et parmi ces personnes, il y a des experts financiers, des experts industriels, des gens qui ont dirigé des entreprises ou bien des usines, etc., qui connaissent le métier de l'entreprise. Et nous sommes en train de dérouler notre plan stratégique, qui va d'ailleurs être approuvé très bientôt par le conseil d'administration, qui a fait le plan qui a fait l'objet de discussions avec des personnes ressources, des experts, des gens du gouvernement, etc. Et qui, j'espère, très prochainement va être validé par le conseil d'administration, qui nous permettra d'avancer. Nous avons maintenant démarré également certains projets dans différents secteurs, souvent des secteurs ou bien toujours des secteurs du plan Sénégal émergent, dont l'agriculture, les infrastructures, le Dakar Medical City. Donc on est en pleine due diligence dans certains projets.
Nous avons fait une mission dans le sud du